Si vous avez regardé le premier épisode de cette série, ce que j'espère que vous avez fait, vous savez probablement déjà que j'ai quitté mon job en Belgique pour déménager à Taïwan 1 an. Le but étant de rester 1 an à Taipei, d'apprendre le chinois et de me débrouiller en étant en gros illettrée de base. Parce que même si avant de venir à Taïwan, j'avais essayé de faire des efforts pour continuer à apprendre le chinois, continuer à étudier, eh bien j'ai très vite été confrontée à la réalité que si je voulais atteindre mon objectif de parler couramment d'ici la fin de l'année, j'allais devoir sérieusement cravacher. Et d'ailleurs pas juste pour ça, juste pour arriver à lire la majorité des panneaux en public. Alors, comment est-ce que ça se passe jusque-là? Au niveau spatial, au niveau se retrouver son chemin et se familiariser avec l'environnement, je dirais que ça va encore, parce que c'est pas mon premier rodéo ici à Taïwan, et c'est pas la première fois que je venais à Taipei. Donc, me retrouver dans les transports en commun, tout ça, c'était un système que je connaissais déjà assez bien, même si maintenant, je suis devenue une pro, je sais où est-ce que je dois aller. Je dirais que j'ai quasiment plus besoin de Google Maps. Généralement, je peux même me faire des itinéraires qui sont plus rapides que Google Maps. Cela dit, ça aide quand même d'avoir accès à des outils comme Google Maps parce que je vous jure que quand vous allez en Chine continentale, comme quand je suis allée à Beijing, et que vous vous retrouvez confronté au fait que aucune des applications que vous utilisez d'habitude ne fonctionne, c'est quand même chouette d'être à Taipei. Par contre, faire mes premières courses, disons que quand on est dans un pays où on ne comprend, mais alors vraiment rien du tout à la langue, à l'écrit, ou quasiment rien du tout, eh bien des tâches qui semblent être pourtant très simples deviennent assez complexes. Alors autant en général les panneaux de signalisation et en public sont toujours traduit en anglais à Taïwan, ce qui est d'ailleurs vraiment génial. Donc généralement, il n'y a pas à s'en faire. Les noms des rues, etc., tout est traduit en anglais. Donc on peut survivre et se repérer ici sans arriver à lire des caractères chinois. Autant une fois qu'on entre dans un supermarché, eh bien, disons qu'on se retrouve très vite confronté à son ignorance du mandarin. Du coup, la règle numéro 1, c'est on achète un produit que si on voit très clairement ce dont il s'agit, mais genre vraiment très clairement, ou s'il y a un label en anglais dessus. Et la règle numéro 2, c'est que même si je crois savoir ce que c'est, je vais quand même regarder Google Translate parce que des fois, on se fait quand même avoir. J'ai déjà eu de sales expériences à acheter une sauce en me disant, tiens, ça a l'air d'être la sauce que je cherche, avant d'arriver à la maison et de me rendre compte que ça avait absolument rien à voir avec ce que je voulais acheter. Et aussi, les gens qui ont survécu dans un pays comme la Chine ou la Corée ou le Japon, que sais-je, avant qu'il y ait Google Translate, comment est-ce que vous avez fait ça? Mais bon, j'ai aussi très vite appris ou réappris qu'à Taïwan, en réalité, on peut survivre sans jamais s'approcher d'une casserole. Au point où quand vous cherchez des logements pour une seule personne du type studio, c'est très difficile de trouver des logements ayant un coin cuisine. Pour vous donner un exemple, mon prof de chinois nous a dit très clairement qu'il y a une fois où il a passé une année, 365 jours, en ne cuisinant que 3 fois. Parce que oui, c'est très facile et assez peu cher d'aller acheter de la nourriture dehors ou même de commander, surtout pour une personne vivant seule. Du coup, moi, j'ai vaillamment résisté à la tentation, sauf qu'au bout d'un moment, inéluctablement, j'ai craqué. Parce que du coup, pendant ces 3 premiers mois, j'ai combiné mes cours de chinois avec mon boulot à distance à temps partiel. Alors oui, je vous racontais la dernière fois dans ma vidéo que j'ai quitté mon job en Belgique, que j'ai pris un risque d'aller à l'étranger. Et de base, c'était ça le plan. Moi, quand j'ai remis ma démission, je me suis dit, voilà, c'est fini, on y va. On est parti. Sauf que finalement, ça s'est pas passé comme ça, étant donné que sur demande du client, du projet sur lequel je bossais, ils avaient envie que je continue à travailler à distance. Et donc, je me suis dit, écoutez, pourquoi pas, je suis disponible. Alors, sur papier, ça sonnait vraiment très bien. Travailler 15 heures par semaine, c'est ce que j'avais négocié avec eux, soit 3 fois 5 heures par semaine. En plus de ça, j'allais avoir mes 15 heures de cours de chinois par semaine, soit 3 heures par jour. Et puis en plus, il fallait que je dédie 2 à 3 heures à étudier du chinois pour simplement garder le rythme avec mes cours et continuer à apprendre. Ça vendait du rêve, l'idée de me dire que je vais pouvoir étudier du chinois, mais continuer à avoir un revenu. Et puis en plus, profiter des jours où je ne travaille pas pour me balader, rencontrer des gens, faire d'autres activités, etc. Cela dit, la vérité était beaucoup moins glorieuse que ça, et l'ajustement a été très brutal. Non seulement parce que je passais du fait de travailler à plein temps à travailler et étudier en même temps, ce qui est assez compliqué, et maintenant j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui travaillent à plein temps et étudient à plein temps, je sais pas comment vous faites, mais en plus de ça, pour moi, ça voulait aussi dire, au niveau de mon apprentissage du chinois, que j'allais passer du fait d'étudier à un rythme plutôt relax par moi-même en Belgique, à ici me bouffer mais une quantité énorme de vocabulaire chaque jour, chaque semaine.
Surtout qu'en plus de ça, il y a un truc qui m'a donné vachement du mal et qui m'a bouffé mais un temps absolument fou au début, et c'était le fait d'écrire les caractères à la main. Parce que je vais pas rentrer trop dans les détails techniques du chinois, mais en gros, avant de venir à Taïwan, comme j'avais pas énormément de temps pour étudier du chinois en dehors de mon travail, il fallait vraiment que je me focus sur ce qui allait m'aider à communiquer le plus rapidement possible. Alors on peut taper du chinois sur un ordinateur sans savoir comment écrire les caractères grâce à un système phonétique qui en Chine continentale s'appelle le pinyin. Donc vous écrivez le mot comme il se prononce avec des lettres romaines, donc l'alphabet que nous connaissons, et vous choisissez le caractère en fonction. En gros, ça fait qu'on n'a pas besoin de mémoriser comment écrire des caractères pour taper sur l'ordinateur. Donc ça, c'est ce que je faisais. Sauf qu'ici, eh bien, j'étais obligée de devoir mémoriser ces caractères-là parce que tous les devoirs et tous les examens et tous les tests s'écrivaient à la main. Et donc ça veut dire que très rapidement, il a fallu que je me mette à niveau et que je réapprenne à étudier parfois des caractères hyper basiques parce que j'avais juste pas fait l'effort de les mémoriser avant. Donc en plus de tout le nouveau vocabulaire, de toute la nouvelle grammaire, il fallait aussi que je me mette à niveau en ce qui concerne le fait d'écrire, de mémoriser, de connaître chaque trait dans tous les caractères. Bref, ces premiers quelques mois, j'ai galéré à me mettre up to speed. Mon quotidien, il n'était pas très glamour. Généralement, ça voulait dire que j'avais cours en début d'après-midi, de midi à 15h. Après ça, je filais à la maison pour me préparer à bosser de 16h à 21h, mes 5 heures. Puis ensuite, faire une brève pause pour manger, décompresser un tout petit peu, avant d'étudier jusque souvent très tard dans la nuit. Autant au début, je me disais que j'allais essayer d'être disciplinée et d'étudier le matin avant d'aller en cours, autant je me suis très vite rendu compte que c'était très difficile de maintenir ça et que c'était beaucoup plus facile de me dire que je vais étudier jusqu'à 2h du matin plutôt que d'essayer de me lever à 7h pour étudier jusqu'à midi. Donc, je me retrouvais fréquemment à étudier jusqu'à 1, 2h du matin, voire parfois plus tard, mais généralement jusqu'à 2h du matin, pour pouvoir garder le rythme avec mes cours, en même temps continuer à apprendre de nouvelles choses, d'autant plus que j'avais un élément additionnel qui était le fait que, étant une étudiante boursière, il fallait également que je maintienne une moyenne de 80% pour continuer à toucher ma bourse. Donc, ça me mettait une pression supplémentaire. Après, même si c'était dur, je dirais qu'il y a aussi une certaine satisfaction à voir que, même si la situation est hyper challengeante, que j'arrive quand même à me pousser presque dans mes retranchements à mes limites. Ça m'a poussé à mes limites, je vais pas mentir, ça m'a poussé à mes limites parce que après ces 3 premiers mois, j'ai été hyper malade. Hyper malade, comme j'avais plus été malade depuis un long moment, parce que ça faisait beaucoup. Bref, vous comprenez pourquoi commander à manger et manger dehors sont très vite devenus mes meilleurs amis, parce que j'avais simplement pas le temps. Et c'est trop marrant parce que moi qui m'étais dit avant de venir que j'allais pouvoir repartir de zéro, comme j'allais plus devoir conduire 2 à 3 heures par jour pour aller au boulot, etc., que j'allais pouvoir enfin vivre un mode de vie sain, eh ben non, je suis très vite retombée dans mes mauvaises habitudes et j'ai continué mon mode de vie malsain comme il était en Belgique. Mais peut-être encore plus malsain qu'avant parce que c'était vraiment très facile d'avoir accès à de la sale bouffe pour des prix absolument dérisoires. Sachant que les jours où le boulot ne me bouffait pas mes soirées jusqu'à 21h, eh ben, j'ai essayé de me